Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette séance de la Nuit des idées 2020, Être vivant, à l'Institut d'études avancées de Paris, dont je suis le directeur. Et je suis très heureux de vous voir tous ici ce soir pour dialoguer avec nos invités sur le thème « Es-tu vivant ? Interagir avec des humains, interagir avec des machines ». Et donc ce soir, pourquoi cette question, interagir avec des humains, interagir avec des machines? Parce que à l'heure où les intelligences artificielles et des avatars remplacent les automates des centres d'appel, où les services sont de plus en plus exécutés par des robots, il devient parfois difficile de savoir à qui on a affaire, avec qui on parle. Est-ce que c'est un humain ou est-ce que c'est une machine? Et du coup, ça pose la question plus générale qui va être de plus en plus prégnante de, finalement, qu'est-ce que c'est qu'être vivant? Qu'est-ce que c'est que les interactions avec des êtres vivants? Est-ce que les machines, jusqu'où les machines sont des êtres vivants? Alors, ça a évidemment un aspect philosophique, cette interrogation, sur qu'est-ce qui fait la spécificité du vivant naturel et de ce qui est irréductible à l'humain. Mais ça revêt aussi une dimension qui est une dimension pratique, une dimension qui concerne comment nous faisons des machines et puis comment nous faisons société dans une société qui va de plus en plus être une société hybride où nous n'avons pas que des humains et des animaux, mais de plus en plus des automates. Et cette société, en fait, nous y sommes déjà. Alors cette table ronde a pour objectif de réfléchir avec vous à ces questions, avec trois des meilleurs spécialistes français des questions du numérique et de robotique. Pierre Mounier-Kuhn, qui est chercheur au CNRS à Sorbonne Université, qui est un spécialiste de l'histoire de l'innovation, qui a écrit plusieurs ouvrages sur l'histoire de l'informatique et du numérique, qui travaille actuellement aussi sur une histoire du plan calcul, et qui anime un séminaire sur l'histoire de l'informatique au Conservatoire national des arts et métiers, entre autres. Je ne vais pas vous lister les titres et travaux de nos amis, parce que sinon on y passe la soirée. Charles Lenay, Sorbonne Université, Université de technologie de Compiègne, qui est un historien des sciences et des techniques, et c'est un pionnier des interactions tactiles à distance. Il est au laboratoire COSTEC, qui travaille sur les interactions de technique-société. Il dirige un master User Experience Design et c'est aussi l'inventeur du test de Lenay, qui est une version physique du test de Turing, dont il va peut-être nous parler, enfin j'espère. Et enfin, last but not least, Catherine Pellachot, qui est directrice de recherche CNRS et qui travaille à l'Institut des systèmes intelligents et de robotique à Sorbonne Université. C'est une des meilleures spécialistes mondiales de la robotique et sa spécialité, c'est les interactions entre humains et non humains. Ça tombe bien pour ce soir. Et elle étudie comment les agents socio-émotionnels, elle vous expliquera ce que c'est, gèrent les impressions qu'ils donnent à leurs utilisateurs. Et donc, sans plus attendre, je donne la parole à notre premier intervenant, Pierre Mounier-Kuhn. Pierre, la parole est à toi. Merci beaucoup. Donc, effectivement, je suis historien de l'informatique. J'ai écrit sur ce sujet, ce qui n'est pas tout à fait la même chose que le sujet dont on parle aujourd'hui, mais je suis en train de m'aventurer dans un projet sur l'histoire de l'intelligence artificielle en Europe. Le point de départ, c'était peut-être une exposition que j'avais organisée il y a 8 ans à la demande de Cédric Villani pour le 100e anniversaire de la naissance d'Alan Turing, et qui me permet de parcourir l'histoire longue de ce projet, car je considère que l'IA, c'est depuis toujours et encore aujourd'hui beaucoup plus un projet qu'autre chose, ou des projets. Depuis très longtemps, l'idée que des êtres artificiels, comme des statues, pouvaient se comporter comme des humains a d'abord existé dans des légendes, dans des mythologies. Il y a des légendes qui mettent en scène des serviteurs artificiels fabriqués par Héphaïstos, etc. Puis assez vite dans l'Antiquité, des techniciens de génie ont fabriqué des automates pour essayer de matérialiser ces légendes. C'était vraiment des idées, des mythes auxquels on donnait matière pour faire semblant, pour montrer qu'on pouvait jouer avec ça. Donc il y a dès le début l'idée du jeu. À peu près à la même époque, mais sans qu'il y ait vraiment de rapport entre ces deux domaines, des philosophes, des gens qui travaillaient sur le langage et sur la logique, Aristote est le plus connu,
considérait qu'une partie du raisonnement humain peut être astreint à des règles, peut être formalisé dans des règles précises. Et donc, à partir du moment où c'est formalisable dans des règles précises, c'est virtuellement mécanisable. Et c'est une virtualité que longtemps après, on essaiera de mettre de réaliser. Si on avance dans le temps, on a la question qui est posée par les premières machines à calculer. Blaise Pascal se pose la question, ou répond à la question que lui pose un certain nombre de gens qui voient fonctionner sa machine à calculer, en disant non, ça n'est pas une machine intelligente, c'est une machine qui fait une partie mécanique du travail intellectuel humain. Donc il y a la mécanique qui est dans le cerveau humain et il y a la machine qui est capable de le faire. Leibniz pense de la même façon en expliquant que sa machine sert à faire les tâches les plus stupides qui accaparent l'attention du cerveau humain. 2 siècles après, quand la première machine à calculer construite à l'échelle industrielle, l'arithmomètre de Thomas de Colmar, et se répand, on parle d'une machine intelligente. Et les publicistes qui sont payés par Thomas de Colmar disent pour la première fois, on a une machine intelligente devant nous. C'est un phénomène extraordinaire. Entre-temps, du côté des automates, au XVIIIe siècle, il y en a beaucoup d'exemples, mais j'en donne un parce que celui-ci est vraiment très significatif. C'est le joueur d'échecs construit par un aventurier autrichien qui a fait beaucoup sensation dans les cours et dans les milieux cultivés d'Europe. Tout le monde voulait jouer aux échecs avec cet automate qui semblait être vraiment le summum de l'intelligence. Les automates, jusque-là, étaient capables de marcher, de faire des gestes, de jouer du tympanon. Celui-là était capable de faire une activité intelligente, humaine, le jeu d'échecs. Et c'est important parce que vraiment là, c'était un mystère. Les gens étaient stupéfaits devant cette énigme. Et puis, bien après la mort de von Kempelen, on s'est aperçu qu'il avait triché et qu'il y avait un nain dans la machine qui était très bon joueur d'échecs et qui avait son propre échiquier qui était relié à l'échiquier au-dessus de la boîte. Cette histoire me paraît intéressante à 2 titres au moins. Le premier, c'est que le jeu d'échecs va être très longtemps, en fait jusqu'à la fin du XXe siècle, un test d'intelligence artificielle, un test de capacité de la machine à émuler un niveau élevé d'intelligence humaine. Plus intelligent que du calcul, parce qu'il faut anticiper des coups, il faut imaginer. Et d'autre part, parce que au cœur de ce joueur d'échecs automatique, il y a une tricherie, il y a une fraude, et tout cela dans l'univers du jeu. Donc la figure de l'androïde se développe beaucoup au XIXe siècle dans un certain nombre de romans, d'œuvres littéraires, jusqu'au XXe siècle avec la pièce qui lance le terme robot dans les années 1920, et puis les fameuses règles de comportement, les lois de la robotique de Isaac Asimov, avec des androïdes, encore une fois, des êtres qui obéissent aux humains, qui ont des qualités presque humaines, mais auxquelles il manque de la sensibilité, jusqu'au moment où on leur donne de l'insensibilité. À ce moment-là, c'est la catastrophe qui se déclenche. Je vous épargne ça. On arrive au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale avec un bouillonnement intellectuel autour de ce mot, la cybernétique, lancé par Norbert Wiener, qui a l'ambition de trouver des modèles de comportement en commun entre l'animal, l'humain, la société et la machine. Donc de plus en plus, cette idée d'équivalence, voire d'interchangeabilité, est pensable et devient un vrai sujet de réflexion dans donc ce bouillon de culture, ce nuage de rencontres intellectuelles qu'est la cybernétique. Et c'est là qu'on arrive à Alan Turing. Alan Turing qui fait partie du cercle d'études cybernétiques britannique et qui publie en 1950 dans une revue de psychologie, donc dans une revue où lui, mathématicien et cryptanalyste, n'a pas l'habitude de publier, un article qui s'appelle Machinerie calculante et intelligente, où il propose un test. Et cet article, quand on le lit, est très, très ludique.
c'est pas un article de science extrêmement sérieux. Visiblement, il joue. Et c'est le deuxième article qu'il publie sur ce sujet, où il est toujours dans le ton du jeu. Et pour faire bref, je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà entendu parler du test de Turing. Il s'agit de déterminer si une machine est capable de se faire passer pour un être humain. Donc vous avez un personnage qu'on appelle C, qui est chargé de juger, qui est chargé de deviner, en dialoguant à travers un téléscripteur, à travers du texte, si parmi deux de ces interlocuteurs qu'il ne voit pas, il y en a un qui est un humain et l'autre une machine. Et Turing a imaginé ce test, qu'il appelait lui le jeu de l'imitation, pour simplifier le problème de l'intelligence des machines. Il s'est dit le problème de savoir si les machines peuvent penser n'est pas un problème vraiment formalisable. Il vaut mieux essayer de poser le problème en ces termes. Est-ce qu'une machine peut imiter de façon convaincante un être humain, et est-ce qu'un ordinateur en particulier peut passer le test en trompant, il disait, un tiers des juges auxquels on fait passer ce test. Le test de Turing devient un critère, un test classique très influent dans l'histoire de l'intelligence artificielle ultérieure, tout en étant toujours très contesté. Même si Turing avait lui-même répondu par avance à un certain nombre d'objections. Et jusqu'aux années 2014, jusqu'à aujourd'hui, on continue à essayer de développer des logiciels pour essayer de leur faire passer le test de Turing, et les résultats sont toujours contestés. C'est toujours des grands sujets de controverse, exactement comme le jeu d'échecs, qui est l'autre grand test classique parallèle de l'intelligence artificielle, qui a toujours été contesté jusqu'au jour où un ordinateur a définitivement gagné aux échecs. Et à ce moment-là, on s'est dit, les échecs, c'est pas un bon test d'intelligence artificielle. Vous voyez, donc il y a toujours un petit peu de triche, un petit peu d'à côté dans cette histoire. Et on en arrive à des tests de Turing qui sont dans le commerce, ou à des jeux d'échecs automatiques qui sont dans le commerce. Donc on a dépassé le problème de l'IA et du mystère. Merci. Pour réfléchir à cette journée es-tu vivant, interagir avec des humains, interagir avec des machines, j'ai proposé de travailler sur la question de la rencontre du vivant. C'est-à-dire dans quelles conditions je crois et je comprends que je suis en face d'un être vivant, c'est-à-dire d'un être intentionnel, un être qui a ses propres finalités, sa propre dynamique. Et pour répondre à cette question, je m'inscris dans ce qu'on appelle une approche inactive dans les sciences de l'esprit, les sciences inactives, les sciences qui essayent de comprendre la connaissance. Et dans cette approche, on considère qu'être un être pensant, c'est d'emblée être un être vivant. C'est-à-dire qu'entre penser et vivre, il y a quelque chose de profondément commun. Autrement dit, ça n'est pas l'idée que la pensée serait du traitement d'informations, c'est plus que la pensée, c'est une façon de vivre, un type d'engagement dans l'existence. Alors si on a cette idée-là de la cognition comme quelque chose de lié à la vie, eh bien on va s'intéresser non pas à la question de discriminer un être vivant, pas confondre un être vivant avec une machine, non. Ce qui va nous intéresser, c'est plutôt de comprendre qu'est-ce que c'est, comment se construit le vécu, l'expérience phénoménologique, on dit, comment se construit l'expérience vécue de rencontrer un vivant. Et cette rencontre, dans cet état, dans ce mode de pensée, elle est nécessairement réciproque. C'est un être vivant, c'est moi comme être vivant qui rencontre un autre être vivant. Et donc la question, si on essaye de comprendre ce que c'est cette expérience de la rencontre d'un autre être intentionnel, c'est forcément une expérience réciproque. C'est-à-dire je rencontre autrui, ou l'autre, qui peut être un animal, ou l'autre être humain, et lui me rencontre aussi. On est donc dans une situation de croisement perceptif. C'est pour ça que je vous ai mis cette image très connue de croisement perceptif par excellence. Un croisement perceptif, c'est quand une activité perceptive rencontre une autre activité perceptive, et que nous
nous percevons mutuellement, comme dans un croisement de regard, ou une caresse, ou dans des jeux de proto-conversation. Donc, ça, c'est le cadre intellectuel dans lequel je travaille. Et je peux, en quelques secondes, quelques minutes, donner quelques éléments d'études expérimentales sur ces questions. Et le cadre dans lequel on peut conduire ces expériences, ou en tout cas où je les ai conduites, c'est dans le cadre de la conception. Je suis à l'Université de technologie de Compiègne. On associe la recherche philosophique au développement technologique. Et donc, attendez, c'est plutôt ça que je vais faire. C'est qu'on met au point des dispositifs d'aide pour les personnes aveugles. Je n'ai pas le temps d'en parler longuement, mais l'idée est simple. Ce sont des systèmes qui permettent d'aller toucher les formes numériques à l'écran. C'est-à-dire que le curseur, comme vous voyez là, cette petite matrice qui se déplace à l'écran, qui se balade dans la surface de l'écran, l'aveugle peut contrôler le curseur. Et quand le curseur rencontre quelque chose, un objet à l'écran... Oui, d'accord, mais donc vu que ça bouge... Donc il y a ici donc, cette matrice, on va dire, de champs récepteurs qui se promènent à l'écran. Et quand elle rencontre des pixels colorés, eh bien, on distribue sous l'index de la main libre de la personne des stimulations tactiles. Là, ce que vous voyez là, c'est les petits picots qui se lèvent sous le doigt de la main libre. Je ne parle pas trop longtemps de ça. Ce qui est clair, c'est que c'est simplement pour dire que ça permet donc de toucher des formes numériques. C'est très intéressant, c'est très utile pour les personnes aveugles. Quand tu prends la ligne là, oui. Tu la sens sous tes doigts. Voilà, exactement. Mais si je vous parle de ça, c'est parce que ça permet du coup de rendre compte, alors là, il s'est passé un truc bizarre, enfin bon, de rendre compte d'un toucher mutuel. Pourquoi ? Parce que à partir du moment où je peux toucher des formes numériques, et donc donner accès aux espaces numériques pour les personnes aveugles, bon, ça c'est tout un enjeu très pratique et très important. En même temps, je peux créer un espace partagé, c'est-à-dire ce que je vais toucher ne sera pas forcément des formes numériques passives, mais ce sera d'autres personnes. Et donc, on peut non seulement toucher des choses, mais toucher des gens donc, qui nous touchent quand on les touche. Et voilà. Et ce qu'on a montré, c'est que, eh bien, c'était pas la même chose. En tout cas, de toucher quelque chose ou de toucher quelqu'un. Et d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y avait de fondamentalement différent entre ces deux situations-là. Pour ça, bon là, le schéma, en fait, je n'avais pas surveillé que le transfert allait changer les couleurs et tout ça. Enfin bon, et le format. Mais bon, ce schéma, c'est juste pour dire que pour qu'on puisse réussir à faire un croisement perceptif dans un espace numérique, il faut non seulement définir, comme je l'ai dit là, un corps percevant, mais il faut aussi définir un corps perçu, un corps image, c'est-à-dire mon corps pour autrui. Typiquement, ce que vous voyez de moi. Et à partir de là, on a mené des études fondamentales que je n'ai peut-être pas trop le temps de détailler, mais sur vraiment observer dans quelle situation, dans un système ultra simplifié, je pouvais distinguer entre toucher quelque chose et toucher quelqu'un. D'accord ? Et le résultat qui est important, là je vais directement aller au résultat, c'est que même avec des indices extrêmement faibles, les gens réussissent bien à reconnaître la présence de quelqu'un d'autre qui les reconnaît. C'est-à-dire à éliciter la situation de croisement perceptif, de croiser l'activité perceptive de quelqu'un, même si cette activité perceptive a été réduite de façon extraordinaire, à minima, comme dans l'univers de Tactos, là, un univers, on va dire, très pauvre de façon sensorielle. Oui, pauvre de façon sensorielle, mais pas du point de vue émotionnel. Je passe un petit peu sur ces aspects proprement scientifiques, mais le fait est, et c'est le résultat le plus important,
c'est que la réussite, on peut essayer de comprendre comment les gens font pour réussir à une chose pareille, de reconnaître qu'ils sont bien en face de quelqu'un et non pas en face de quelque chose. Mais c'est que cette réussite se fait... pardon, c'est parti à l'envers. Hop, hop. Cette réussite, elle est produite d'abord dans l'interaction, et c'est seulement ensuite que chacun reconnaît qu'il a été pris dans une interaction. Je vais revenir un tout petit peu là-dessus parce que c'est le truc le plus important. Ça, c'est deux images que j'aime beaucoup parce que c'est deux étudiantes à l'époque. Maintenant, elles sont toutes les deux devenues professeurs en Allemagne. Mais bon, là, je surveillais comment elles étaient en train d'utiliser le système pour essayer de se trouver, de se rencontrer. Et ce que j'ai fait, alors ça dit qu'il y a un grand photographe se moquera de moi, mais parce que j'avais pas vu que j'avais le flash. Mais au moment où elles se sont rencontrées, j'ai pris la photo. Et cette photo me plaît beaucoup parce que c'est un sourire. C'est le sourire qui m'intéresse là. Ce sourire, c'est le sourire de rencontre, c'est le sourire d'avoir l'impression, pourtant le retour sensoriel qu'elles ont là juste sous le doigt est extrêmement simple, mais dans leur dynamique d'interaction, ce sentiment d'être en face de quelqu'un. Et donc, je conclus en reprenant une des idées essentielles, un des résultats essentiels, très intéressant et qui n'était pas celui que je cherchais. Et c'est pour ça que ça m'a demandé du temps de bien le comprendre. C'est que les sujets réussissent la tâche, réussissent à se reconnaître. Collectivement, ils le réussissent ensemble, alors que chacun échoue. C'est un petit peu compliqué à expliquer, mais c'est pour le dire métaphoriquement, enfin, mais c'est la vraie conséquence, c'est que les activités perceptives des uns et des autres s'accrochent l'une l'autre avant que l'un ou l'autre ait reconnu l'autre comme un sujet. Je veux dire, par exemple, quand vous croisez le regard avec quelqu'un, c'est pas que vous regardez quelqu'un parce que c'est quelqu'un qui est doté d'un regard et qui vous regardera. C'est toujours trop tard quand vous croisez le regard avec quelqu'un. C'est-à-dire que toujours, l'accroche des regards s'est produite avant que vous le reconnaissiez. Vous ne l'avez pas regardé parce que vous le regardiez comme un être humain, mais vous le reconnaissez comme un être humain par le fait que votre regard a été accroché. Autrement dit, qu'est-ce qu'un être vivant que je rencontre? C'est un être qui est capable d'attraper mon activité perceptive avant même que je le reconnaisse. C'est cette dynamique du croisement perceptif qui est une des choses les plus intéressantes. Et après, on comprend que cette activité perceptive n'épuise pas son objet parce que l'autre est aussi en mouvement quand j'essaie de le percevoir. Donc voilà, il y aurait d'autres idées à donner, mais... Si je peux préciser, parce que moi je connais tes expériences et j'ai l'impression que s'ils ne savent pas comment tu fais le croisement perceptif, c'est plus difficile de comprendre. Quand vous voyez, tu peux expliquer que, en fait, on voit la souris, elle trace en fait quelque chose dans cet espace. C'est comme si la souris que manipule l'un des individus traçait un trait sur l'écran. Hein, et chacun trace son trait, et quand les traits se rencontrent, on sent quelque chose avec les petits picots là sous le doigt. Et ce qu'explique Charles quand il dit accrochage, c'est qu'en fait, il y a une réaction au fait qu'on a senti l'autre. Et ce qu'on sent, c'est que l'autre réagit au mouvement qu'on a. Est-ce que C'est très bien, c'est très bien. Donc, effectivement, l'idée, c'est que je perçois une activité perceptive, puisque dans ces conditions minimales, la perception est active. Ce n'est pas simplement recevoir l'information. Percevoir, c'est agir. Par exemple, avec le regard, voir, c'est regarder, c'est mouvoir ses yeux et les amener sur quelque chose. Et c'est la rencontre de ces activités perceptives qui fait l'expérience vécue de la rencontre du vivant. En gros, c'est je perçois que l'autre me perçoit.
Et donc, c'est qu'il est vivant puisqu'il perçoit. Et je perçois qu'il me perçoit parce qu'il a réagi à mon exploration perceptive. Je te prends comme avocat pour me défendre. J'ai suivi ses cours. Donc, je vais parler avec un autre point de vue, parce que je construis des agents virtuels dont le but est de communiquer avec des personnes humaines. D'accord ? Donc, ce que l'on va essayer de faire, et ça, j'avoue que j'y travaille depuis ma thèse, donc ça va faire vraiment très longtemps maintenant, c'est de créer dans ces personnages virtuels ce que représente la communication humaine. D'accord ? Donc, ces personnages-là, on va essayer de leur simuler les capacités expressives, mais aussi cognitives de l'humain. Alors ça, c'est un bien grand mot, bien sûr. On fait des simulations. Et on va, enfin en tout cas, ce sur quoi je travaille énormément, c'est de les doter de la capacité communicative verbale et non verbale, où on va essayer de pouvoir que les agents virtuels ne représentent pas simplement ce qu'on appelle les émoticônes, les 6 émotions de base, etc., que l'on voit souvent dans les personnages, mais d'avoir toute une palette d'expressions. Et la difficulté, ce n'est pas simplement qu'ils sachent les montrer, qu'ils sachent les réaliser, mais qu'ils les montrent au bon moment. Exactement comme a montré Charles Lenner avec le petit doigt, avec un petit pulse. Eh bien, il faut le faire avec l'agent virtuel. Le sourire, c'est fait en réponse avec un sourire, ça fait le changement de posture, etc. Et il faut que l'agent soit capable d'être ce qu'on appelle socio-émotionnellement compétent. Donc, c'est des choses sur lesquelles on travaille. Et pour cela, pour arriver à ce genre d'agents virtuels, de création d'agents virtuels, on va essayer de doter les agents virtuels de différentes capacités, comme avoir une représentation d'un état mental avec des connaissances, des croyances, des buts, etc. D'être capable de reconnaître leur l'interlocuteur, mais aussi l'environnement dans lequel ils se placent, de se construire une représentation de leur interlocuteur, pas simplement de reconnaître il y a tel mouvement de sourcil, mais aussi d'où vient ce mouvement de sourcil, à quoi il peut correspondre, pour pouvoir ensuite raisonner, prendre des décisions et décider quoi communiquer, d'avoir des simulations d'émotions, de pouvoir aussi les exprimer. Donc, comme je l'ai dit, ce que l'on va faire, c'est vraiment doter ces agents virtuels d'une grande palette de comportements non verbaux, de comportements communicatifs. Et pour cela, on a utilisé plein de méthodes différentes. Donc, au départ, quand on a commencé à travailler là-dessus, c'est dans les années 90, on regardait ce qui se passait dans les théories qui venaient de psychologie, de linguistique, etc. Puis ensuite, on a eu la possibilité d'avoir des corpus, d'enregistrer des corpus, de pouvoir les annoter. Au départ, c'était des annotations qui étaient manuelles. Donc, 1 minute de film, par exemple, pour annoter les expressions de visage, c'était 1 heure d'annotation manuelle. Et puis maintenant, on a tous les outils automatiques qui nous permettent de faire ces analyses. Et dernièrement, on utilise des outils, des modèles qui sont basés plus sur le machine learning, etc. Donc ça change complètement. Une des autres choses qu'on s'est rendu compte assez rapidement, c'est lorsqu'on crée ces personnages virtuels, c'est vrai qu'au départ, on s'est focalisé à simplement leur donner une capacité d'exprimer quelque chose, de pouvoir communiquer un ensemble d'intentions. Mais l'interaction, elle est à double sens. Donc, il fallait que l'agent puisse montrer aussi qu'il écoute. Et, en fin de compte, savoir écouter, ce n'est pas simplement faire des petits mouvements aléatoires. Et ces mouvements-là apparaissent à des moments clés. Il va falloir les déterminer et savoir aussi que ce n'est pas simplement des petits mouvements de tête pour dire « je vous perçois », mais aussi il peut y avoir toute la palette « je vous comprends, je suis d'accord » et où je montre une ironie, etc. Donc, il va falloir absolument gérer tout à des aspects qui sont beaucoup plus complexes que ce qu'on regardait au départ, c'est comprendre donc l'autre et se faire une représentation de l'autre en vue de créer une sorte de relation avec l'humain. Et donc, des choses que l'on va voir, c'est des choses sur lesquelles on travaille ces dernièrement, c'est ce couplage dynamique qui existe entre les interactants. Comment le modéliser? Et pour cela, on se rend compte que ce couplage dynamique peut se faire avec toute une palette de choses qui sont faites chez les humains, qu'on essaie de reproduire évidemment chez les interactions humain-agent. Il va y avoir les notions d'imitation de comportement, il va y avoir la notion de synchronisation, multimodale mais intermodale avec l'autre, tous les phénomènes d'adaptation. Ces derniers temps, on avait travaillé aussi sur comment gérer les impressions que l'on donne, comment gérer les impressions que l'agent donne sur l'humain en vue de s'adapter
à l'interaction, gérer tout ce qu'on appelle la notion d'engagement, simplement déjà pour que l'interaction puisse durer, etc. Et pour ce faire, pour créer cette relation qui puisse exister entre un personnage virtuel ou un robot social et puis l'humain, on va donc avoir plein de phénomènes d'adaptation qui vont arriver à différents niveaux. Il peut y avoir de l'alignement linguistique, il peut y avoir de l'alignement syntaxique, acoustique, etc. Il peut y avoir aussi des alignements au niveau de la stratégie de conversation, des alignements au niveau du comportement. On répond au sourire, on se répond à la posture. Et puis aussi, il peut y avoir des alignements qui sont vraiment très, très, très bas niveau, une sorte de couplage qui se passe entre les personnes. Je souris, l'autre personne sourit, ça va renforcer mon sourire, par exemple. Des choses comme ça qui apparaissent et qui sont vraiment essentielles dans l'interaction pour favoriser l'interaction, pour la qualité de l'interaction, la maintenir, etc. Et qu'il faut doter les agents virtuels de ces capacités. D'accord ? Une autre chose, et là j'avoue que j'ai voulu en parler parce qu'on en voit beaucoup, il y a tout un phénomène, tout un courant qui surtout se passe plus au niveau industriel, qui va être là, créer ces personnages virtuels comme étant les plus réalistes possibles. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a Samsung qui a sorti Neon. C'est de la pub pour l'instant, mais je vous assure que ça passe le test de Turing. Leurs personnages, c'est des captures de mouvement. Ils ont reproduit des gens, des acteurs, et c'est pas facile de voir que ce sont des acteurs, d'accord ? Mais il y a un travail énorme derrière. Donc, qui va amener parfois à la notion de la vallée de l'étrange, Uncanny Valley, où on se rend compte que, ici c'est une image donc, faite par une société néo-zélandaise, qui est de Sound Machine, et c'est un personnage virtuel. Et c'est vrai, quand on la voit en statique, eh ben, elle passe le test de Turing, vous êtes d'accord avec moi là-dessus. Hein. Mais dès qu'on la met en interaction, alors là, on est carrément dans la vallée de l'étrange. Parce qu'on se rend compte que tout d'un coup, elle a un petit temps de réaction qui ne va pas. Déjà, les mouvements de lèvres sont difficiles à faire. Savoir quel geste l'on fait, d'accord ? Comment répondre, par exemple, à un rire, etc. Et là, c'est cette difficulté-là où ça ne passe pas. Et la vallée de l'étrange, d'accord, le réalisme, l'apparence virtuelle, visuelle est importante, mais il y a beaucoup savoir, tout l'aspect émotionnel, tout l'aspect d'interaction, tout l'aspect comportemental qui va être essentiel. Et ça, c'est les choses sur lesquelles je crois beaucoup et je pousse en avant. C'est vraiment de regarder que ce qui va compter, ce n'est pas forcément le réalisme virtuel, ça va être plutôt la crédibilité dans l'interaction, où il faut vraiment faire en sorte de créer cette relation d'entente avec le personnage virtuel en vue d'être crédible dans l'interaction, de montrer que l'agent participe à l'interaction, il écoute, il comprend, etc. Et ça se fait, entre autres, par le comportement socio-émotionnel adapté à l'interaction. Voilà.